Des centaines de personnes font des choses incroyables dans notre pays, parfois presque à l'abri des regards. À son apogée, Cliff Richard était l'une des plus grandes stars que la Grande-Bretagne ait jamais connues. Pendant des décennies, il a été la voix de la joie, le symbole de la décence. Alors, si vous le faites de manière théâtrale, tout dépend de votre état de dos. J'avais des problèmes de dos pour ma part. Cet homme qui semblait inébranlable a vu son monde s'écrouler en quelques heures lorsqu'il s'est retrouvé au cœur du plus grand scandale de sa vie. Ce qui suivit fut une période dévastatrice qui faillit le briser. Il tenta de se reconstruire et d'aller de l'avant. Je ne pensais pas pouvoir un jour enregistrer un album avec des chansons inédites, car cela me semblait appartenir à un passé révolu. Mais plus rien ne fut jamais comme avant. Aujourd'hui, à 85 ans célibataire sans enfant et confronté à un grave problème de santé, la situation ne s'annonce pas favorable pour celui qui a jadis dominé toute l'industrie du divertissement. L'ascension de Cliff Richard. La plupart des gens décrivent Cliff Richard comme la réponse britannique polie à Elvis Presley. Il a vendu plus de 250 millions de disques classés, 68 singles dans le top 10 britannique et a été fait chevalier par la reine. Pendant 6 décennies, sa voix a été l'une des plus familières de la musique populaire. Mais l'homme qui chantait la joie et la fête a vécu une vie marquée par une solitude que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer. Cliff Richard est né le 14 octobre 1940 dans le nord de l'Inde britannique. Son père, Roger Oscar Webb, dirigeait une entreprise de restauration qui travaillait pour les chemins de fer indiens, tandis que sa mère, Dorothy Mary Daisley, élevait Cliff avec ses 3 sœurs, Joan, Jackie et Donna. La famille vivait assez confortablement pour l'époque, mais cette sécurité reposait sur une structure gouvernementale qui commençait déjà à s'effondrer. Lorsque l'indépendance de l'Inde survint en 1947, la famille fut confrontée à un choix que des milliers de familles britanniques en Inde durent faire. Rester dans un pays qui ne les voulait plus ou retourner dans une patrie que la plupart d'entre eux n'avaient jamais vraiment connue. Ils ont choisi de partir. Ils vendirent leurs biens, firent leurs bagages et embarquèrent à bord du SS Ranchi pour un voyage de 3 semaines jusqu'à Tilbury dans l'Essex. L'Angleterre qu'ils découvrirent n'était pas celle des cartes postales. Aucun accueil chaleureux ne les attendait sur les quais. Il n'y avait qu'une maison mitoyenne à Carshalton dans le Surrey où la grand-mère maternelle de Cliff les a accueillis temporairement. D'une relative aisance en Inde, ils étaient tombés dans une situation plus proche de la survie dans la Grande-Bretagne d'après-guerre. Finalement, la famille a emménagé dans une maison Hatch LM de 3 chambres à Cheshunt, dans le Hertfordshire. C'est là que les véritables difficultés ont commencé. Cliff partageait sa chambre avec 2 de ses 3 sœurs et l'argent était si rare que la famille a mis au point une stratégie particulière pour le faire durer. 3 fois par semaine, le dîner se composait uniquement de thé chaud et de toast saupoudrés de sucre. Ce repas n'était ni un plaisir ni un souvenir nostalgique. C'était la seule chose qu'il pouvait se permettre. Cliff a fréquenté la Cheshunt Secondary Modern School de 1952 à 1957, où il s'est classé parmi les meilleurs élèves et est resté au-delà de l'âge minimum de départ pour réussir son examen GCE de niveau ordinaire en littérature anglaise. En dehors des salles de classe, il excellait en athlétisme jouant au football pour son école puis pour le comté de Hertfordshire. Mais ce qui le passionnait vraiment, c'était la musique et plus particulièrement le rock and roll américain qu'il écoutait sur disque. Ses parents trouvaient ce bruit épouvantable, mais Cliff y voyait l'avenir. À 16 ans, son père lui acheta une guitare, un geste de soutien à contre-cœur qui allait s'avérer déterminant. Peu après, Cliff quitta l'école et trouva un emploi de commis aux archives dans une usine électrique où travaillait également son père. Mais ce travail n'était pour lui qu'un moyen de passer le temps en attendant que la musique prenne le dessus. En 1957, il forma un groupe vocal scolaire appelé les Quintones, avec 2 autres garçons et 3 filles interprétant des reprises de tubes du moment. Il chanta brièvement avec le groupe de skiffle de Dick Teague avant de décider de former son propre groupe de rock, les Drifters. Ce nom allait bientôt lui poser problème, mais un changement bien plus important survint auparavant. À la demande de son manager, il changea son nom de Harry Webb en Cliff Richards pour s'adapter à l'industrie musicale. Son premier grand concert eut lieu en 1958 au Regal Ballroom de Ripley, dans le Derbyshire. Mais la véritable révélation se produisit le 24 juillet de la même année au studio Abbey Road.
Le producteur Norrie Paramore, du label Columbia DME, avait entendu Cliff chanter et l'invita à auditionner. Le plan était d'enregistrer un morceau américain intitulé Schoolboy Crush en face A et une chanson intitulée Move It en face B. L'enregistrement de Schoolboy Crush a pris près de 2 heures. Move It. Écrite par Ian Samwell, a pris moins de temps et a produit un son qui ne laissait aucun doute. Move It atteignit la 2e place du classement des singles britanniques à l'automne 1958 et le rock and roll britannique tenait sa première star locale. Dès lors, les succès s'enchaînèrent à un rythme effréné. Il figurera finalement dans les charts britanniques pendant chacune des 6 premières décennies du genre, un exploit que seul Elvis Presley partage. Il a accumulé 68 singles dans le top 10 et 14 numéros 1, dont 4 numéros 1 à Noël, plus que tout autre artiste. Mais aucun de ses succès n'a réparé ce qui était silencieusement brisé en dessous. Derrière son sourire poli et ses costumes impeccables se cachait une vie personnelle qui n'a jamais connu le même succès. Et en août 2014, tout ce que Cliff Richard avait mis des décennies à construire s'est effondré en quelques heures. Le pire moment de sa vie. En août 2014, Cliff Richard était en vacances au Portugal lorsqu'il a allumé la télévision et a vu des policiers perquisitionner son domicile. Il n'avait été ni prévenu de cette perquisition ni de ses raisons. Il l'a appris de la même manière que des millions de téléspectateurs grâce à une retransmission en direct depuis un hélicoptère survolant son appartement. L'histoire qui a conduit à ce moment a commencé près de 30 ans plus tôt, en 1985, dans un stade de football de Sheffield. Bramall Lane, le stade de Sheffield United, accueillait un événement dirigé par l'évangéliste américain Billy Graham. Parmi la foule ce jour-là se trouvait un adolescent qui, des années plus tard, ferait une accusation terrifiante contre Cliff Richard. Pour une personnalité publique qui avait bâti toute sa carrière sur une image saine et familiale, cette accusation à elle seule risquait de tout détruire. Lorsque la police métropolitaine a reçu l'allégation, les agents travaillaient déjà sur l'opération U-Tree, une enquête majeure lancée après le scandale Jimmy Savile. À l'époque, l'attention nationale était fortement portée sur les affaires d'abus passés, de sorte que les nouvelles allégations étaient traitées avec soin et attention. En juillet 2014, la police métropolitaine a transmis l'information à la police du South Yorkshire. Dès lors, une série d'événements s'est enclenchée que Cliff Richard n'aurait pu prévoir. Il a nié les accusations immédiatement et avec constance, et il a continué de les nier pendant des années. Mais le déni n'a pas empêché ce qui s'est passé ensuite. La police du South Yorkshire a décidé de perquisitionner son appartement-terrasse à Sunningdale dans le Berkshire en août 2014. Avant la perquisition, un journaliste de la BBC nommé Dan Johnson a appris l'existence de l'enquête. Ce qui s'est passé entre la police et la BBC sera plus tard qualifié d'accord devant le tribunal. Bien que les deux parties aient contesté ce terme, la BBC a accepté de retarder la diffusion de l'information concernant l'enquête. En contrepartie, la police du South Yorkshire a accepté de communiquer à la BBC l'heure exacte du raid. Un commissaire divisionnaire à la retraite nommé Matthew Fenwick a déclaré plus tard devant la haute cour qu'il s'était senti contraint d'accepter cet arrangement. Johnson avait clairement indiqué, a déclaré Fenwick, que la BBC pouvait et publierait l'article que la police coopère ou non. La police estimait n'avoir d'autre choix que de collaborer avec la BBC pour contrôler le déroulement de la couverture médiatique. Telle fut la justification avancée, mais le résultat, vu de l'extérieur, parut bien différent. Le jour du raid, la BBC a diffusé en direct des images prises depuis un hélicoptère qui survolait déjà le domicile de Cliff Richard. Les téléspectateurs ont vu les policiers sur sa propriété. Le reportage le traitait, comme l'a dit plus tard l'avocat des droits de l'homme Geoffrey Robertson, comme un braqueur de banque ou un tueur de masse. L'homme au cœur de l'affaire a suivi la perquisition de son domicile depuis une chambre d'hôtel au Portugal sans avoir reçu aucun avertissement préalable. Il se trouvait à des milliers de kilomètres de là et les images étaient diffusées en direct à la télévision. Après le raid, la BBC a proposé sa couverture pour le prix du scoop de l'année de la Royal Television Society. Elle ne l'a pas remporté. Mais cette nomination allait par la suite avoir des conséquences juridiques. Pendant 2 ans, l'enquête a pesé sur la vie de Cliff Richard. Il a continué de nier les accusations. Le service des poursuites de la couronne CPS a examiné les preuves.
Le 16 juin 2016, le CPS a annoncé sa décision, les preuves étaient insuffisantes pour engager des poursuites. Cliff Richard n'a jamais été arrêté. Il n'a jamais été inculpé. L'enquête a été close sans aucune preuve légale à son encontre, mais le mal était déjà fait. La diffusion en direct avait été vue par des millions de personnes. L'histoire avait fait le tour du monde. Sa réputation bâtie sur 56 années de travail acharné a été ternie en une seule journée. En juillet 2016, il a porté plainte contre la police du South Yorkshire et la BBC. La bataille juridique a duré près de 2 ans avant d'arriver devant la haute cour. L'audience ouverte en avril 2018 devait durer 10 jours. Les témoignages s'annonçaient pénibles et les révélations sur la coordination entre la police et la BBC encore plus accablantes. Le 18 juillet 2018, le juge Anthony Mann de la Haute Cour a rendu son verdict. Il a statué que la BBC avait porté atteinte au droit à la vie privée de Cliff Richard sans justification légale et de manière grave et sensationnaliste. La police a également été reconnue coupable. Les dommages et intérêts accordés étaient substantiels, 190,0 livres sterling à titre de dommages et intérêts généraux à la charge de la BBC, auxquels s'ajoutaient 20,0 livres sterling de dommages et intérêts aggravés notamment en raison de la nomination au prix du Scoop de l'année. 2. La BBC a été condamnée à payer 65% du montant total la police du South Yorkshire, prenant en charge les 35% restants. Ah, je ne savais pas. Je ne me maquillais pas à l'époque. Oh non, si on se maquillait. Sur scène, oui, mais vous savez, on ne savait pas comment faire. La police avait déjà accepté de verser 400,0 livres à Cliff Richard dans le cadre d'un accord à l'amiable distinct. Par la suite, la BBC a accepté de verser 850,0 livres supplémentaires pour couvrir ses frais juridiques, ainsi que 315,0 livres à la police du South Yorkshire pour le remboursement de ses frais de justice. Mais même ces sommes ne révélaient pas toute la vérité. Cliff Richard a témoigné que l'affaire lui avait coûté 3 millions de livres sterling jusqu'alors, en comptant les frais d'avocat et le manque à gagner. Il a déclaré que sa vie avait été complètement bouleversée et que sa réputation internationale avait été injustement ternie. Ses paroles étaient mesurées, mais la gravité qu'elles exprimaient était indéniable. Un homme qui avait passé des décennies à éviter les scandales se retrouvait au cœur d'un scandale qui n'avait même pas existé. Après le verdict, quelque chose a changé chez Cliff Richard. Les interviews se sont raréfiées. Ses apparitions publiques se sont faites plus rares. L'homme qui semblait autrefois indissociable de la culture populaire britannique a commencé à en disparaître. Une disparition de la scène publique. Entre août 2014 et juin 2016, Cliff Richard a vécu 22 mois qu'il a décrits plus tard devant le tribunal, avec un niveau de détail qui laissait penser que ses blessures n'étaient pas du tout guéries. L'enquête ne s'est pas arrêtée après un seul cycle d'actualité ou une semaine de mauvaise publicité. L'affaire s'est étalée sur près de 2 années complètes et lorsqu'elle fut terminée, l'homme qui sortit de la haute cour n'était plus le même que celui qui avait observé cet hélicoptère depuis une chambre d'hôtel au Portugal. Les changements physiques furent la première chose que les gens remarquèrent. Il perdit beaucoup de poids, non pas volontairement, mais à cause du stress. Son corps fut atteint d'un zona, une affection douloureuse qui se déclare souvent lorsque le système immunitaire est affaibli de façon prolongée par l'anxiété et le manque de sommeil. La détérioration de sa santé mentale était suffisamment grave pour être consignée au dossier judiciaire et il n'a pas cherché à la minimiser. Il a déclaré au tribunal qu'à un moment donné, il avait vraiment cru qu'il allait avoir une crise cardiaque ou un AVC. Ce qu'il voyait dans le miroir le perturbait encore davantage. Il a dit que parfois, en regardant son propre reflet, il avait l'impression que quelqu'un d'autre, une version beaucoup plus âgée de lui-même, le regardait. L'homme qui avait passé des décennies à se produire devant des millions de personnes reconnaissait à peine son propre visage. Le sommeil était devenu un supplice. Il se réveillait au milieu de la nuit et repassait sans cesse en boucle dans sa tête, rejouant des conversations qui n'avaient jamais eu lieu et imaginant des dénouements qui ne s'étaient jamais produits. Durant la journée, une boule persistante lui serrait l'estomac. Une boule qui ne se détendait pas malgré tous ses efforts pour se convaincre de son innocence. C'était le plus cruel dans cette épreuve. Il savait qu'il était innocent, mais cette certitude n'empêchait pas les symptômes physiques de se manifester. Il a décrit cette période comme un sentiment d'anéantissement, comme si tout ce pourquoi il avait travaillé toute sa vie
en essayant de vivre aussi honnêtement et honorablement que possible, était en train de s'effondrer. Après la perquisition, il n'a plus jamais habité dans l'appartement de Sunningdale. Il a utilisé un mot précis au tribunal pour expliquer pourquoi. Il a déclaré que l'appartement était devenu contaminé. Pour lui, l'endroit où les policiers avaient fouillé ses affaires en direct à la télévision ne serait plus jamais un foyer. Il n'y est retourné que pour emballer ses affaires, et même cela a été difficile. Il a témoigné avoir déjà été cambriolé et que cette expérience était pire encore. Un cambriolage, au moins, ne se déroule pas en direct à la télévision nationale sous vos yeux depuis l'étranger. Le retrait public qui a suivi n'était pas une décision stratégique, mais une question de survie. L'enquête a perturbé la sortie d'un album et la publication d'une édition révisée de son autobiographie. Mais ses revers professionnels étaient mineurs comparés à ce qui est arrivé à son œuvre caritative. Il a déclaré que la publicité avait gravement perturbé sa vie personnelle, mais aussi son travail caritatif et ses projets professionnels. La perturbation a été totale. Il prit conscience que le monde entier pouvait le considérer comme un dangereux criminel, et cette conscience le suivit partout. Il disait avoir toujours eu le sentiment que sa réputation était salie. Ce sentiment ne l'a pas quitté lorsque le service des poursuites de la Couronne a annoncé l'insuffisance de preuves pour l'inculpé. L'annonce l'a blanchi juridiquement, mais elle n'est pas parvenue à toutes les personnes qui avaient vu les images de l'hélicoptère. L'information n'a pas atteint tous ceux qui avaient lu les gros titres, ni tous ceux qui avaient déjà un avis tranché. Au milieu des années 2010, il s'est largement retiré de la vie publique. L'homme qui semblait autrefois incapable de rester à l'écart des projecteurs a trouvé que ces derniers étaient devenus insupportables. La célébrité ne pouvait plus le protéger. Ce qu'il avait mis toute sa carrière à bâtir une réputation d'intégrité, de propreté et d'innocuité avait été irrémédiablement terni et aucun jugement ne pouvait y remédier. Il confia plus tard que malgré la tentation d'oublier l'affaire, il avait décidé d'engager une action en justice afin de réduire les risques que d'autres personnes subissent un sort similaire. Il estimait que sans mise en examen formel, le nom d'une personne ne devait pas être divulgué. Cette conviction née de sa propre souffrance a depuis influencé des changements dans la législation britannique sur les médias. Mais une victoire juridique ne lui rend pas sa tranquillité d'esprit. Il n'a jamais récupéré ces 2 années, le mal était fait. Au moment où il est sorti de la bataille juridique, une autre chose était devenue claire pour quiconque y prêtait attention. Cliff Richard, un homme qui avait passé toute sa vie adulte célibataire, sans aucune relation amoureuse publique ni relation à long terme confirmée, vivait une vie que la plupart des fans ne pouvaient pas imaginer. Une vie marquée par la solitude. Cliff Richard a vendu plus de disques que presque aucun autre artiste britannique de l'histoire. Il a rempli des salles de concert sur les 5 continents. Il est une célébrité depuis 7 décennies. Pourtant, il n'a jamais été marié, ni n'a jamais entendu quelqu'un l'appeler papa. Le silence auquel il disait revenir après ses concerts n'était pas une métaphore. Cliff n'a jamais été marié et n'a pas d'enfant. Et depuis plusieurs années, il affirme avec constance qu'il s'agit d'un choix délibéré et non d'un manque d'opportunité. Des femmes se sont montrées intéressées, il l'a reconnu, mais il n'a dit oui à aucune d'entre elles, et les raisons qu'il a invoquées au fil des décennies révèlent un homme qui avait accepté sa décision très tôt pour finalement voir cette paix se dissoudre avec l'âge. La première raison qu'il donne est sa foi. Cliff est devenu un chrétien fervent en 1965 et il croit que le mariage exige un engagement total. Cliff a avoué qu'il ne se sentait pas capable de concilier ce niveau d'engagement avec les exigences d'une carrière qui l'amenait à voyager à travers le monde pendant des mois d'affilée. La deuxième raison découle de la première. Il a déclaré un jour que sa priorité avait toujours été la musique et les tournées et qu'il ne souhaitait pas entraîner quelqu'un d'autre dans ce mode de vie. Une autre raison de son choix de ne pas se marier est son attachement à son indépendance. Il a expliqué qu'il appréciait la vie en solitaire et ne se sentait pas seul, ou du moins, il ne s'est pas senti seul pendant la majeure partie de sa vie. La troisième raison est plus pragmatique. Il ne voulait pas risquer le mariage pour ensuite divorcer, ce qui était contraire à ses convictions religieuses. Mieux valait ne pas se marier du tout, se disait-il, que de se marier et d'échouer. Il a dit un jour que l'on se trompe souvent en pensant que seul le mariage est synonyme de bonheur. Il a ajouté qu'il pourrait un jour rencontrer quelqu'un et changer d'avis. Mais pour l'instant, il n'était pas certain que le mariage puisse contribuer à son bonheur.
Mais malgré ces explications, le public n'a pas cessé de spéculer. Son célibat prolongé a alimenté des décennies de questions sur sa sexualité, questions qu'il a toujours jugées sans importance. Il a reconnu que les gens cherchaient constamment à en savoir plus sur sa sexualité, mais ils n'en voyaient pas l'intérêt. Il a insisté sur le fait que sa vie privée lui appartenait et qu'il avait vécu heureux sans être marié. Mais il y avait une femme que Cliff Richard aimait vraiment. Dans les années 1970, il a admis être amoureux de la chanteuse et actrice Olivia Newton-John. Mais à l'époque où lui et nombre de ses pairs étaient amoureux d'elle, elle était déjà fiancée. Il a laissé passer sa chance comme il le disait lui-même. Olivia Newton-John le considérait comme un ami cher, mais elle s'est mariée 2 fois notamment avec son propre meilleur ami, Bruce Welch. Cliff Richard était resté proche d'elle jusqu'à la fin de sa vie et était, semble-t-il, à ses côtés lors de son décès. Il a fréquenté d'autres femmes également. Il a eu une relation avec la danseuse australienne Delia Wicks et une liaison avec l'actrice Una Stubbs. Il a mené une vie amoureuse qu'il qualifiait lui-même de mouvementée, mais aucune de ces relations n'a abouti à un mariage ni à des enfants. Il y avait aussi Sue Barker, l'ancienne championne de Roland-Garros, devenue commentatrice à la BBC. Leur relation a débuté dans les années 1970, à l'apogée de leur carrière respective. D'abord une idylle, elle s'est muée en une amitié indéfectible. Pourtant, leur relation n'a pas abouti au mariage. Sue Barker a épousé un autre homme et Cliff s'est consacré à son travail. Plus tard, Cliff Richard a fait une déclaration qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il a admis publiquement qu'il pensait ne jamais être aimé car il avait choisi de vivre sans famille. Il a décrit son retour de scène accueilli par un silence pesant et s'est demandé s'il n'avait pas manqué quelque chose de beau. Il a précisé plus tard qu'il ne parlait pas d'amour romantique. Il avait connu de tels moments. Il parlait de famille, d'une vie partagée et d'une présence quotidienne. Il ne regrette ni sa musique ni sa vie. Mais il y a des soirs tranquilles, confie-t-il, où il se demande ce que cela aurait été d'avoir quelqu'un à ses côtés. Non pas pour les projecteurs, mais pour le silence. Et aujourd'hui, à 85 ans, le mode de vie de Cliff Richard pourrait vous surprendre. Comment vit Cliff Richard actuellement? La plupart des gens supposent que l'homme qui a vendu 250 millions de disques, qui a passé des décennies sous les feux de la rampe et qui a jadis rempli les scènes, vivrait ses dernières années dans une retraite bien visible. Mais Cliff Richard vit actuellement comme il l'a toujours fait discrètement dans l'intimité et presque entièrement seul. Malheureusement, le corps qu'il a porté pendant 60 ans de tournée commence enfin à le lâcher. Et même lui ignore combien de fois encore il montera sur scène. Fin 2024, des médecins ont découvert un cancer de la prostate lors d'un examen médical effectué dans le cadre d'une assurance avant un voyage prévu. Il n'avait pas demandé ces tests. Le promoteur avait besoin des documents pour obtenir la prise en charge et ces documents nécessitaient un examen médical. Or, cet examen a révélé un problème qui aurait pu rester caché jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le cancer était récent, lui ont dit les médecins, et surtout, il n'avait pas métastasé. Le 15 décembre 2025, il est apparu dans l'émission Good Morning Britain et a annoncé que le cancer avait disparu. Il ne l'a pas dit avec soulagement ni triomphe. Il l'a dit avec prudence, ajoutant aussitôt qu'il ignorait si le virus reviendrait, car nul ne peut le prédire. Puis il a lancé un appel qui dépassait le simple message d'intérêt public. Il a insisté sur la nécessité de se faire tester et de se faire examiner. Il parlait en tant qu'homme qui, face à un diagnostic, avait réalisé à quel point il avait frôlé une issue différente. Le déclin physique que les supporters ont constaté ces dernières années est loin d'être anodin. Au Brighton Center, le 4 décembre 2025, les spectateurs observaient attentivement le spectacle et décrivaient ensuite ce qu'ils avaient vu. Cliff ne pouvait plus se déplacer sur scène comme avant et sa voix semblait fragile. Mais ces mêmes fans ont alors remarqué quelque chose qui a intrigué nombre de ceux qui l'ont vu se produire récemment. Sa voix est toujours aussi puissante. Cliff établit une distinction nette entre arrêter et prendre sa retraite, une distinction importante à ses yeux, que les personnes extérieures à son entourage ne saisiront peut-être pas immédiatement. Il ne sait pas s'il souhaite un jour prendre sa retraite. Le mot « retraite » sonne comme une fin définitive à ses yeux, comme une porte qui se ferme à jamais et qu'on verrouille de l'autre côté. Mais s'arrêter, c'est différent. S'arrêter signifierait qu'il pourrait changer d'avis à tout moment.
Il pourrait téléphoner à son bureau et demander 2 soirées au Royal Albert Hall. Et si la salle était libre, il chanterait. La retraite n'est pas un mot pour lui. S'arrêter est acceptable. Cette distinction lui a permis de continuer à se produire sans avoir l'impression que chaque tournée pourrait être la dernière, même s'il sait en privé que les statistiques deviennent de plus en plus impitoyables. En juillet 2025, un journaliste lui a demandé si sa tournée australienne serait un adieu. Il répondit avec une franchise qui laissa l'intervieweur perplexe. Il déclara ne pas savoir et ne plus y penser. Il ajouta qu'avec l'âge, ses performances diminueraient probablement, mais qu'il ne pouvait dire précisément quand cela se produirait et refusait de faire des suppositions. Ce qu'il sait devoir abandonner à un moment donné, c'est les tournées. Il a admis que c'est très épuisant, les voyages, les hôtels, les nuits, les décalages horaires et la fatigue que chaque vol lui impose estompent un peu plus que le précédent. Il a également constaté que l'âge introduit une imprévisibilité vocale. Une nouvelle angoisse pour cet homme qui a chanté pendant 7 décennies sans jamais se soucier de savoir si sa voix serait au rendez-vous un soir donné. Malgré la fatigue, il affirme être aussi enthousiaste aujourd'hui que lors de sa première venue en Australie ou en Nouvelle-Zélande. L'enthousiasme est toujours là. Son corps y réagit simplement plus lentement. Il a terminé sa tournée Can't Stop Me Now au Royal Albert Hall de Londres en décembre 2025. Le nom de la tournée se voulait provocateur, et il l'était, mais il recelait aussi quelque chose de plus complexe. C'était le constat d'un homme maintes fois freiné par les scandales, la justice, l'âge et le cancer. Un homme qui continue de se tenir debout malgré tout, non pas parce que c'est facile, mais parce que rester assis en permanence n'est pas encore nécessaire. Il a vendu plus de 250 millions de disques, mais la génération du streaming l'a largement abandonné. La scène est le seul endroit où sa légende prend encore vie. C'est pourquoi il continue à y grimper même quand ses jambes le font souffrir et que sa voix est faible. Il fut jadis l'homme célibataire le plus célèbre de Grande-Bretagne, une figure qui a suscité d'innombrables spéculations et un mystère discret. Aujourd'hui, c'est simplement un vieil homme qui vit seul, chante en public et attend de voir ce que son corps lui permettra de faire ensuite. Pensez-vous que Cliff Richard devrait prendre sa retraite? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour.